Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Pour ma part, ça va super comme d'habitude, vous commencez à connaître la chanson. Tout d'abord, veuillez m'excuser pour mon absence. C'est vrai que ça fait quasiment un mois que j'avais posté aucune vidéo, donc j'étais très occupé, donc veuillez m'excuser. Néanmoins, je suis très content de vous retrouver, de reparler avec vous de l'actualité du GF38 parce qu'il s'est passé pas mal de choses, il s'est passé beaucoup de choses, des faits très importants. On va y revenir, mais avant ça, générique. Alors, messieurs, dames, on s'était quitté la dernière fois après le match contre Troyes, donc Grenoble qui s'était pas imposé, mais qui était revenu avec un très bon point du nul, donc à l'extérieur, face à une belle équipe troyenne. Donc voilà, il y avait eu une très belle performance au stade de l'Aube, donc c'était quasiment il y a un mois. On va pas revenir dessus, j'avais déjà fait une vidéo, donc la dernière vidéo, j'avais fait un petit débrief dessus, mais voilà, Grenoble qui s'était bien battu, qui avait fait une très belle qui avait proposé une très belle performance face à une équipe troyenne qui était en train de remonter, car c'est vrai que Troyes n'avait pas très bien commencé sa saison, donc voilà, j'aurais aimé que Grenoble affronte cette équipe troyenne un peu plus tôt, mais voilà, l'important c'est de revenir avec un point du nul, et surtout après le match qui a suivi, donc on va en parler tout de suite, mais c'est la qualification au 8e tour de Coupe de France. Grenoble s'est imposé 4-0 face à Istres. Donc au niveau de la composition, là j'ai plus trop la composition en face des yeux, mais de tête on devait avoir Bobby Allen en cage, donc c'est un peu le système choisi par Grenoble de mettre Mamadou Diop, donc le numéro 1 en championnat, et de poser plutôt le numéro 2, voire numéro 3, en voilà, tout ce qui est coupe nationale, voire match amicaux. Donc c'est un système qui est adopté par pas mal de clubs et c'est un système qui me convient. De toute façon je ne vais pas répéter les qualités qu'a Bobby Allen, pour moi il pourrait être numéro 1 sans problème. Et puis une défense habituelle, j'ai envie de dire, avec Mendy à gauche. Dans l'axe, on avait Mamadou Diarra et Alam Tchapché. Puis à droite, Shaquille Delos, donc qui continuait à assurer l'intérim et le remplacement de Gaëtan Paquez, donc qui écumait son deuxième match, je crois, de suspension. Donc voilà, on approchait de sa fin de suspension. Donc Shaquille Delos qui continuait à le remplacer. Donc voilà. Au niveau du milieu de terrain, si je me rappelle bien, on avait Sékou Touré, Dante Rigo et Théo Valls, donc qui revenait de blessure, donc c'était important de le faire jouer. Et puis Sékou Touré qui était sur une bonne lancée, et puis sur le front de l'attaque, une attaque un peu inédite, mais avec bien sûr la première titularisation de la saison en match officiel, il me semble, de Nesta Elfej. Donc j'ai pas répété toute l'affection que je peux avoir pour ce joueur. Voilà, j'ai pas mal d'affection pour lui, donc j'aurais aimé qu'il aille m'inscrire un petit but, voilà, pour un peu plus me conforter dans mes choix et voilà mes croyances. Je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel et j'ai envie de le voir réussir à Grenoble. Et accompagné par Lan Kerouedan et Lenny Joseph, donc habituel, encore une fois sur ces postes-là. Donc très brièvement sur ce match, Grenoble l'emporte 4-0, donc score sans appel pour cette équipe grenobloise qui va confirmer son statut donc de favori face à une équipe de Istres. D'ailleurs, Istres et Grenoble qui ont un petit passé historique en commun, avec notamment Nassim Akro, donc meilleur buteur dans l'histoire du GF38, qui a dans mes souvenirs effectué une petite pige à Istres. Et puis évidemment, comment ne pas parler de la légende française et grenobloise Olivier Giroud, qui avait effectué un passage en 2010, si je me rappelle bien, où il avait fini meilleur buteur de la Ligue 2 à ce moment-là, avant d'exploser à Montpellier et de partir pour Arsenal. Donc voilà, c'était juste un petit peu le petit point anecdote et histoire de ces deux clubs-là, donc toujours sympa. J'aime bien un peu voir des petites anecdotes entre deux clubs lorsqu'il y a une confrontation. Voilà, donc doublé de Lenny Joseph sur ce match-là, qui m'a fait mentir. Je l'avais pas mal bousculé dans mes derniers propos, parce que j'en attends forcément beaucoup de ce joueur. Il avait très bien fini, enfin plutôt fait une bonne saison l'année dernière, et puis très bien commencé celle-ci. Donc maintenant, je trouvais qu'il s'était un peu plus relâché, et puis en tant que titulaire sur son côté droit, j'en attends beaucoup plus de lui. Donc il s'est fait justice en inscrivant un doublé. Et Alan Kerouedan qui a inscrit un but sur penalty, donc un exercice qui est quand même pas évident, il fallait l'inscrire. C'est vrai qu'on a toujours cette image de but facile, mais voilà, c'est un exercice compliqué pour les attaquants. Je pense que les professionnels pourront nous le confirmer. Et le quatrième but a été inscrit, excusez-moi, par un contre son camp d'un joueur de Istres, dont je n'ai pas le nom, mais provoqué par une belle frappe de Dante Rigo. Donc voilà, donc le principal a été fait à ce moment-là pour Grenoble, la qualification est le plus important. Et puis on enchaîne tout de suite avec le second match, donc au niveau de la chronologie, où Grenoble
recevait donc Amiens, donc une belle équipe amiénoise au Stade des Alpes, donc le 7 décembre. J'avais annoncé que je serais présent, donc j'avais gagné des places pour ce match-là et ça a été le cas. Donc j'ai pu assister à ce match-là en tribune. Donc on a été quelques 3700 supporters grenoblois, donc quelques braves à s'aventurer dans le froid glacial du Stade des Alpes, car au-delà de la température, c'est surtout la prestation. Grenoble refroidit sur le score 2-0 par Amiens. Pour autant, je trouvais que les débats étaient plutôt équilibrés dans les premières minutes de jeu. Grenoble a eu les espaces et les occasions, donc malheureusement non concrétisées, à l'image de cette occasion loupée un petit peu avant la mi-temps, entre la 40 et 45e, où je crois que c'est Alain Kerouadan avec Pape Meissaba qui se gênent tous les deux sur la ligne de but adverse et empêche le ballon de franchir la ligne de but en fait. Voilà, donc un but qui aurait pu peut-être changer le cours de l'histoire, car ça a pas mal il s'est passé beaucoup de choses comme on l'a dit, donc peut-être que si Grenoble avait remporté ce match-là, surtout sur une belle lancée, comme on le disait, avec un match nul à 3, une qualification 4-0 à l'extérieur, là c'était une belle occasion de se relancer, de briser ce cycle infernal. C'est vrai que une petite crise qui s'est lancée à Grenoble, plutôt une grande crise, faut pas avoir peur de le dire, une bonne crise à ce moment-là. Donc je pense que une victoire aurait pu consolider l'équipe et rapprocher les joueurs, parce qu'on a l'impression aussi que sur ce match-là, pour moi, il n'y avait pas d'équipe, très peu de solidarité, très peu de conviction, de mouvement, très peu de tout, d'agressivité, très peu d'envie, donc une prestation à oublier. J'aime répéter que je suis pas du genre à pointer du doigt, à lancer la pierre, mais évidemment qu'il y a eu d'énormes déceptions pour ma part, et notamment sur Alan Tchabtché, qui nous a pas du tout aidé avec son exclusion. Donc il y a des jours avec, il y a des jours sans. Pour lui, ça a été un jour sans. Il a très peu fait de bons choix, très peu de ballons, très peu de bonnes passes. Sans quelques interventions un peu de dernière minute par Ariel Mendy dans mes souvenirs, qui a rattrapé un ou deux coups totalement loupés par Alan Tchabtché. Donc voilà, on va pas parler plus que ça de cette débâcle, de cette déroute. Donc match à oublier pour Grenoble, et qui se déplaçait ensuite au Red Star, donc qui se déplaçait en région parisienne, affronter cette équipe presque amie, je vais dire, car de très très belles images de la part de Beansport. C'est un match que j'ai pu suivre en direct depuis chez moi, mais très belles images entre le COP de Grenoble et le COP parisien, entre le Red Star. Il me semble que c'est comme ça qu'on les appelle, les Red Star et les Red Chaos. Donc j'en ferai peut-être une vidéo un peu plus approfondie, car moi aussi ça m'intéresse de voir un petit peu plus en profondeur l'histoire qu'il y a pu avoir entre ces deux groupes de supporters. Donc si j'arrive un petit peu à me documenter beaucoup plus et en faire une vidéo avec beaucoup plus de matière, et voilà, avec assez de temps de watch time, on va dire ça comme ça, j'ai pas le mot français, mais de durée sur cette vidéo, j'en ferai peut-être un sujet intéressant. Mais qui, Grenoble, j'ai pas envie de dire forcément défaite logique, mais dans la continuité de cette méforme actuelle, qui s'est incliné 3 buts à 1, avec également 3 buts encaissés dans les 35 premières minutes. Donc c'est ça qu'il faut souligner. Donc c'est aujourd'hui inacceptable de rentrer dans un match de façon aussi catastrophique, aussi cataclysmique même, j'ai envie de dire. Parce que la 3-0 à la mi-temps, je sais pas comment t'abordes le reste du match, peut-être défaitiste, et on a l'impression que les joueurs avaient lâché l'affaire, et puis finalement réduction du score avec Pape Meissaba, donc l'inévitable, donc il vient inscrire son 10e but, il me semble, ou 11e but de la saison. Donc ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'on peut pas toujours se reposer sur le même joueur, sur le meilleur buteur de la Ligue 2. On verra un peu plus tard, il y a eu des rumeurs de départ, on en fera peut-être une vidéo à part sûrement, mais aujourd'hui Grenoble ne peut pas uniquement se reposer sur un ou deux joueurs dans l'équipe. Surtout qu'on a perdu un joueur important pour nous, donc Dante Rigo, qui a sa cheville tournée, donc je pense ne pas prendre trop de risques lorsque j'avance le fait qu'il ne sera peut-être pas de retour d'ici la fin de saison. Pour lui, c'est simplement une fin de saison, parce qu'avec avec une cheville qui tourne, ça m'étonnerait qu'il revienne d'ici le mois de mars-avril, là où la saison touche à sa fin. Parce qu'on sait qu'en Ligue 2, ça s'arrête légèrement un peu plus tôt que la Ligue 1, d'autant plus que cette année, on n'est plus à 20 équipes, mais seulement 18 ou 19, il me semble, donc on va s'arrêter un petit peu plus tôt. Donc on perd un joueur important, on perd un match important, car en effet, le Red Star qui était derrière Grenoble avant l'entame de ce match, donc c'est toujours important, on le sait, de viser les premières places, de regarder de l'avant, mais pour autant, il faut regarder ce qui se passe un petit peu derrière, il faut regarder dans le rétroviseur. Des équipes comme Caen, comme Troyes ou le Red Star, comme je viens de citer, ne sont qu'à quelques points. La zone rouge n'est plus qu'actuellement qu'à 3 points derrière Grenoble, donc il faudra vraiment se reprendre d'ici le mois de janvier. Donc le prochain match est le 3 janvier au Stade des Alpes, où Grenoble accueillera Bastia.
Donc il faudra lancer un nouveau cycle à ce moment-là. Donc ce ne sera pas la tâche la plus facile, surtout que Grenoble s'est séparé de son coach actuel, donc Oswald Tancho. On va en parler tout de suite, car en effet, c'est une énorme bombe dans l'hémisphère grenobloise. Oswald Tancho, coach actuel du GF38, a été mis à pied par la direction. Donc, on va le rappeler, mais une mise à pied n'est pas un licenciement direct. On va plutôt lui interdire pour l'instant d'aller exercer sa profession, donc interdire l'accès au club, camp d'entraînement, etc. Donc voilà, donc quand on écoute un peu le directeur Max Marty, d'autres enquêtes, d'autres réunions seront un peu plus approfondies afin de voir si oui ou non on continue l'aventure avec Oswald Tancho. Et puis ce qui est intéressant, c'était de voir que 2 jours environ avant sa mise à pied, il y avait eu un sondage qui avait été lancé par, il me semble, le Dauphiné Libéré. Donc la question posée était la suivante: donc, est-ce que pour vous, Oswald Tancho est encore l'homme de la situation? Donc avec une majorité à 54% de oui, il est encore l'homme de la situation, il peut encore apporter quelque chose au club. Et les 48% restants, environ, enfin 46% si on est précis, étaient très partagés entre non et ne se prononcent pas. Pour ma part, je vais être assez transparent avec vous, je pense que oui, c'est encore l'homme de la situation. Lorsqu'on écoute la direction il y a encore 7-8 mois, lorsque on avait annoncé la signature d'Oswald Tancho, on a pu entendre que c'était un coach qui a été suivi depuis un moment, qui était très désiré pour la direction. C'est un coach qui n'avait pas peur également de lancer des jeunes, donc qui rentrait très bien dans l'idéologie, dans la politique sportive du GF38. Il y a juste à voir les Amin Sbahi, les Mathis Touraine, etc. Ce sont des jeunes joueurs à qui on a donné leur chance, donc il fallait un coach qui n'ait pas peur de faire jouer les jeunes, et Oswald Tancho était dans ce profil-là. Ensuite, Oswald Tancho était un coach qui n'avait pas terminé en dessous de la 10e place dans toutes ses carrières de Ligue 2. Donc il me semble qu'il est passé par Amiens, par Niort, etc. Donc il y avait plutôt des résultats intéressants et ça aurait pu permettre à Grenoble d'avoir une certaine stabilité sportive. Aujourd'hui, ce n'a pas été le cas. Après, j'estime qu'on ne lui a pas encore laissé assez le temps. Il fait avec ce qu'il peut, avec ce qu'il a. Hein. C'est pas, voilà, il n'entraîne pas le Real Madrid, on le sait tous. Après, ce qu'on peut lui reprocher, c'est surtout ce manque de réaction aujourd'hui et ses propos. Donc des propos très médiatisés. Donc je pense qu'il a pu peut-être se saboter aussi lorsqu'on écoutait ses dernières sorties. Donc il critiquait notamment les infrastructures du GF38 au niveau du camp d'entraînement, des terrains d'entraînement. Donc c'est pas pour autant un coach qui se cachait derrière les excuses et qui se justifiait tout le temps par les infrastructures sont nulles, on peut pas s'entraîner autant et aussi bien qu'on le veut. C'est d'ailleurs un argument et un fait qui a été beaucoup cité par ses prédécesseurs. Donc Philippe Hinchberger le disait déjà à l'époque, Grenoble n'était pas un club, n'est pas des infrastructures, dignes d'un club de Ligue 2. Voilà, donc c'est à peu près ce qui a été dit pour ma part, je pense, du côté de Tancho, enfin ce qu'on peut lui reprocher. Après, lorsqu'on écoute Max Marty aujourd'hui, la question d'un nouvel entraîneur n'est pas à l'ordre du jour. Il le dit lui-même, on n'a pas encore de communiqué de suite sur cette histoire. Mais voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois mal Oswald Tancho revenir, même si j'aimerais beaucoup. J'ai aucun contexte, j'ai aucune histoire ou anecdote sur un quelconque coach mis à pied qui serait revenu entraîner la même équipe, les mêmes joueurs, sur le même banc, avec les mêmes dirigeants. Ou du moins, pour moi, s'il le fait, c'est il y aurait quelque chose de déjà brisé entre la direction et le coach. Donc voilà. Puis lorsqu'on écoute les joueurs, c'est un coach qui était très apprécié, un coach qui était très très proche au niveau des joueurs. Ils avaient tous à peu près un très bon rapport. Je pense qu'il y a des joueurs qui ont été très bien relancés pour Oswald Tancho, comme Adi Silvestre, comme Dolan Bemba. Voilà, donc ce serait dommage pour moi de s'en séparer et d'instaurer une instabilité managériale dans un moment où sportivement on a besoin d'être plus que soudés. Voilà, donc c'est à peu près l'avis que moi j'ai actuellement, donc j'espère ne pas trop me faire d'ennemis, mais avec quand même un sondage plutôt favorable à Monsieur Tancho, je pense, ne pas trop prendre de risques. Voilà. Et puis la dernière contre-performance de Grenoble est en Coupe de France, donc Grenoble qui est éliminé en 39e de finale par l'AS Cannes. Très brièvement sur ce match-là, je pense que c'est pas forcément le match le plus attendu de l'année, c'est pas des matchs très importants, du moins il faut les remporter, surtout face à une N2, donc avec tout le respect que j'ai pour Cannes. Je trouve que c'est une prestation honteuse de la part de Grenoble, dans le sens où avec ce statut de favori, tu ne peux pas t'incliner face à une équipe qui joue 2 échelons inférieurs à toi et te retrouver mené 3-1 à la fin de première mi-temps. Donc Théo Valls et Nestazaoui sont les buteurs du jour pour Grenoble.
Euh, mais voilà, s'incliner face à une N2 avec une équipe quasiment titulaire, face à une équipe quasiment A, c'est un résultat inacceptable. Donc Grenoble, il y avait quand même des images où on voyait les joueurs, il me semble que c'était après le Red Star, où voilà, ils ont pu échanger avec le club grenoblois, donc prendre conscience de ce qui se passe en ce moment. À eux maintenant d'assumer et voilà, d'aller performer sur le terrain, de nous montrer que le message est passé, le message est compris. De toute façon, on le verra le 3 janvier, hein, de toute façon, avec la réception du Bastia au Stade des Alpes. Voilà, surveiller aussi les mouvements des supporters, parce que ça donne forcément moins envie de se rendre au Stade des Alpes. Je pense que de toute façon les supporters ont très bien rempli leur rôle sur cette première partie de saison. Voilà, je me suis quasiment rendu à tous les matchs à domicile et forcément que l'affluence est de moins en moins nombreuse. Et puis je voulais revenir sur certains points, notamment sur l'aspect du recrutement réalisé par la direction, parce que c'est quelque chose qui est très évoqué, surtout ces derniers temps. C'est vrai que pour moi, c'est plutôt l'équipe en général qui comment dire, est en mauvaise forme, Grenoble qui est en très mauvaise passe. Mais j'ai l'impression que voilà, on cible pas mal comment dire, les derniers recrues, la cellule de recrutement. Je pense que des joueurs comme Alan Kerouadan qui sont un peu sous le feu des critiques, car c'est vrai que avec un rendement aussi faible en attaque, il est environ à 3 buts, toutes compétitions confondues officielles, et une passe décisive alors qu'il a été titulaire quasiment toute la première partie de saison. Donc c'est vrai que c'est un joueur qu'on pourrait mettre sous le feu des critiques. Donc si je relate les propos, on parle d'un recrutement de joueurs pas assez talentueux, pas assez impliqués, une mauvaise gestion de la direction. Donc sur ce côté-là, je peux comprendre, mais voilà, je ne remettrai pas non plus en question ou en cause le talent de nos joueurs. Je pense, si je reprends toujours l'exemple d'Alain Kerouadan, c'est un joueur qu'on allé chercher gratuitement en tant que meilleur buteur du championnat national. Donc sur le papier, c'est un investissement et un recrutement plutôt intéressant. Je peux concevoir qu'il y a un gap, voilà, qu'il y a un écart de niveau entre le National et la Ligue 2. Mais voilà, il y a des joueurs, je pense à Pape Meissaba, qui est arrivé depuis à l'époque du Red Star, qui a fait le passage de National à la Ligue 2, qui avait eu besoin d'une bonne saison d'adaptation à Grenoble et voilà, se mettre au diapason. Et maintenant, voilà, c'est le meilleur buteur de ce championnat, donc je laisserai peut-être encore jusqu'à la fin de saison Alan Kerouadan avant de véritablement le juger. Voilà, pareil pour Yob Jabari, on sait que c'est pas l'attaquant titulaire, Nestel Fege encore moins, donc je jugerai pas des joueurs sur lesquels on n'a pas encore eu voilà, de matière à se mettre sous la dent. Après évidemment, je pense qu'il y a eu des bonnes surprises. Junior Leighton qui n'était pas annoncé comme un star player, mais pourtant qui a réalisé une bonne première partie de saison, alors qu'il n'a pas été tout le temps présent. Il a dû avoir un peu de temps avant de lancer pleinement sa saison avec des déplacements avec le Bénin. Je pense à plutôt Mamadi Bangré. Je pense que c'est pas non plus un joueur sans talent. Il avait fait meilleur espoir de Ligue 2, il me semble, quelque chose comme ça, il y a encore quelques saisons. Et puis il avait fait quelques apparitions intéressantes avec Toulouse en Ligue 1. Donc voilà, c'est pas un joueur non plus que je critiquerais sans talent, ni sans QI football. Je pense pareil pour Shaquille Delos. Il avait fait une très bonne saison l'année dernière avec l'AS Nancy-Lorraine. Donc voilà, je pense que sur le papier, c'était un recrutement pareil qui semblait intelligent. Après, ce qu'on peut peut-être un peu plus reprocher, c'est que je le disais un petit peu dans ma première vidéo, on n'a pas l'impression que ce sont des panic buys où on va chercher Maxime Patier, le Loris Mouyokolo, juste après les départs et les débâcles donc c'était face à qui? Face à Lorient, je crois, peut-être, non? Ou le Stade Lavallois avait gagné. Ouais, c'était peut-être à Lorient où on s'est incliné 2-0 à l'extérieur, donc c'est la deuxième journée, il me semble, où on a été allé chercher Maxime Patier, le Loris Mouyokolo, donc avec une grosse blessure de Loïc Nestor, donc on a l'impression, voilà, qu'il y a un recrutement qui est un peu fait à l'arrache. Voilà, néanmoins, je pense pas que ce soit un recrutement totalement comment dire, peu qualitatif. Voilà, je pense qu'on a quand même de très bons joueurs aujourd'hui. Il faut rappeler que Grenoble évolue quand même avec l'un des plus petits budgets de la Ligue 2 et qui, pour ses moyens, est une équipe qui surperforme. Aujourd'hui, je pense qu'on a la chance d'avoir un club qui n'est pas endetté ou en situation financière, inquiétante et difficile. Je pense qu'on est, en tant que supporter grenoblois, chanceux de pas être dans la situation comme Metz ou Martigues, donc des équipes qui vraiment financièrement, voire sportivement, pour Martigues, qui sont en complète galère. Voilà, donc c'est à peu près ce que je voulais dire sur ce côté-là, peut-être calmer un petit peu le jeu des supporters actuels. De toute façon, voilà, le mercato arrive, donc ça va être important pour Grenoble d'aller se renforcer, pour moi un petit peu dans tous les secteurs, hein, parce qu'avec l'absence de Loïc Nestor, on doit aller recruter un défenseur titulaire cadre. C'est vrai que Mamadou Diarra m'a pas mal déçu, j'en attendais beaucoup plus de lui, de sa part, en tant que capitaine, voire second capitaine. Voilà, il devait beaucoup plus s'imposer, ça n'a pas été le cas. On a un milieu de terrain qui est assez fragile. Juste à voir la blessure de Dante Rigo, juste à voir voilà, ce qui a été blessé tout le mois d'octobre-novembre.
Sekou Touré, c'est pareil, il a mis du temps avant de lancer pleinement sa saison. Et puis Jesse Bonnet qui n'est pas dans sa meilleure forme actuelle. Donc j'irai peut-être chercher moi un milieu de terrain en plus. Et au niveau de l'attaque, il y a eu pas mal de rumeurs de départ. Donc on est en plein dedans, des rumeurs de départ de Pape Maïssaba. Donc évidemment que son départ serait comment dire un véritable point comment dire un départ qui gênerait beaucoup, hein, c'est l'élément le plus, c'est sans doute le meilleur joueur de l'équipe grenobloise actuellement et le meilleur buteur de championnat de la Ligue 2. Donc évidemment que son départ représenterait une énorme perte pour le club, donc une perte sportive. Dans tous les cas, il semble que son contrat se termine en juin 2025, donc ça aurait été très dur de le garder, que ce soit cet hiver ou l'été prochain. Je pense qu'il aurait pu, qu'il partirait dans tous les cas, et puis avec les dirigeants actuels, je pense que avoir une plus-value tout de suite serait beaucoup plus intéressant pour eux niveau financier. Donc voilà, ça m'étonnerait qu'on réussisse à le garder dans tous les cas. Je vois pas un seul scénario où il reste avec nous, et s'il reste avec nous, il n'y a pas un monde où il s'engage encore une saison ou deux avec Grenoble. Voilà, je pense à Lenny Joseph aussi. Lenny Joseph, voilà, on remarque son absence sur les 2 ou 3 derniers matchs. Il n'est pas du tout convoqué dans le groupe, donc à surveiller aussi au niveau de sa situation. Et voilà, c'est tout ce que je vais dire. Donc aller rechercher un attaquant en plus, pourquoi pas, ce serait une bonne chose. Parce que c'est vrai que Grenoble a beaucoup perdu de cadres sur les derniers mercato. Je pense à Loïc Nestor qui est parti sur blessure. Je pense à Brice Maubleu, capitaine emblématique et cadre du vestiaire qui est parti à Saint-Etienne. Manuel Pérez, donc l'enfant du club, qui lui également a pris sa retraite. Je pense à Adrien Monfré qui n'a pas été prolongé. Donc je sais pas si c'est une volonté du joueur ou du coach de ne pas poursuivre l'aventure, enfin du coach de la direction grenobloise. Voilà, beaucoup de choses ont été bousculées, des cadres n'ont pas été remplacés avec des joueurs importants et des joueurs intéressants comme Mathis Touré et Romens Bailly qui ont été remplacés beaucoup trop tard, hein, c'est ce qu'on venait de dire. Voilà, donc aujourd'hui peut-être que Grenoble, comment dire, est un petit peu, voilà, subit un petit peu les choix que le club a pu faire sur ce dernier mois. Donc voilà, il faut maintenant réagir, voilà, capacité de réaction de l'équipe, de la direction. Donc les amis, on touche à la fin de cette vidéo, donc merci de m'avoir écouté. En cette période de fin d'année, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, encore une fois. Je m'excuse pour mon absence. Je vous dis à l'année prochaine, si jamais je ne vous reprends pas, si je ne fais pas de nouvelles vidéos, portez-vous bien, ciao ciao, des gros bisous.